De manière globale, l'écriture accompagne ma vie depuis très longtemps et je n'ai pas écrit pour devenir écrivaine, dans ce sens où je n'avais pas l'ambition d'être publiée, j'avais beaucoup plus le plaisir de lire et le plaisir d'enseigner les écrits d'autrui. Mais j'ai toujours écrit, voilà, j'ai toujours écrit. Je n'ai commencé à publier mes écrits qu'en 2017. Donc en 2017, j'ai publié un premier livre, On m'appelle Nina, qui est une autofiction, qui est sortie d'une expérience traumatisante que j'ai vécue lorsque ma fille de 16 ans est décédée, Karima. Et j'ai voulu mettre des mots à ce que je ressentais et ce que je souffrais en silence. Je n'avais pas écrit ce livre pour être publié non plus, mais c'est une longue histoire qui l'a amené à devenir un texte publié. Ensuite, comme j'ai toujours écrit, j'écris des poèmes, j'écris des nouvelles, des récits courts. Avant les livres déjà publiés, j'avais écrit une autofiction en anglais, puisque j'écris dans les deux langues, en anglais et en français. J'ai eu une première partie de ma vie jusqu'à 22 ans en Jamaïque, où je suis née, où j'ai grandi. Et donc, voilà, j'ai beaucoup écrit et jusqu'ici peu publié, puisque je n'ai publié que 3 ouvrages. Un 4e viendra certainement en 2025, qui est d'ailleurs le premier qui avait eu l'intention de texte à publier. Donc le premier et le dernier, comme on dit. Voilà ce que je peux dire déjà. Je dirais d'abord une chose, que les femmes ont toujours créé avec la voix. Donc ça fait des millénaires que les femmes africaines créent. Notre bibliothèque africaine est restée largement orale et donc la majorité de nos œuvres relèvent encore de l'oralité. Que ce soit les chants des griottes, que ce soit les chants, les contes des conteurs, que ce soit tous ces textes qui ont accompagné et bercé nos humanités. Ce sont des textes de femmes et ce sont des textes d'une très très grande créativité qui parfois ont pu être partagés parce qu'ils ont été recueillis, traduits, transcrits vers les langues européennes. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on soit complexé par l'écrit, car l'écrit a existé longtemps en Afrique, mais avant l'écrit et partout dans le monde, l'oral a existé et existe encore. J'ai été fascinée de voir qu'en Irlande, il y a une forme de poésie ancestrale qui est orale et qui reste orale aujourd'hui en 2021, 2023. Je me dis 2024, chapeau, c'est important parce que la poésie c'est surtout la voix. Donc les femmes africaines n'ont pas été en retard pour créer dans la forme littéraire. Elles ont toujours été aux avant-scènes de la création littéraire et leurs voix ont toujours porté les sensibilités des spectateurs, des spectatrices et des publics emportés par la voix, par le chant, etc. Maintenant, il est évident que la colonisation a renforcé le patriarcat, c'est-à-dire la domination du masculin sur le féminin, ce qui n'a aucun sens, parce qu'on a besoin du masculin et du féminin dans un certain équilibre pour vivre heureux. Les garçons ont été privilégiés à l'école, donc ils ont eu accès plus vite aux langues des colonisateurs. Si vous regardez les premiers élèves de l'école William Ponty, largement des mecs. Donc évidemment, c'est pas un mystère qu'ils ont eu accès très vite aux outils
de la langue des colonisateurs, donc ils l'ont exploité plus vite. Mais dans tous les pays où les femmes ont eu très vite accès à la scolarisation, Ghana, au Nigeria, etc., elles n'ont pas attendu. Celles qui ont voulu s'exprimer littérairement l'ont fait aussi. Il y a eu les Amata Aïdou, il y a eu les Aminata Soufal, etc. Toutes les premières générations des femmes qui ont écrit en Afrique. Dès que les femmes ont l'occasion et, comment dire, un écosystème social qui les permet de s'épanouir, elles écrivent. Et là, évidemment, avec la scolarisation des femmes, avec la mobilité, les femmes écrivent de plus en plus. Ce qui est un peu dommage, à mon avis, c'est que les femmes et même les hommes, les écrivains africains qui sont connus à l'international, sont ceux qui soit vivent à l'extérieur, soit publient à l'extérieur. Pour moi, cela est dommage parce qu'il y a des écrivains et des écrivaines qui mériteraient d'être mieux connus, mais qui ne le sont pas, faute d'avoir été publiés de manière confidentielle. Je pense à Bernadette Dao du Burkina Faso. Je me dis c'est dommage qu'elle ne soit pas dans une rencontre comme celle-ci et que son œuvre ne soit pas connue et enseignée en Afrique, car elle a une plume singulière et belle. C'est mon aîné. À quel moment est-ce qu'on va se rendre compte qu'il faut reconnaître une Bernadette Dao? La littérature, la matière de la littérature, c'est la vie. C'est la vie en général, c'est la vie de l'écrivaine en particulier. Et je pense que nos œuvres puisent en nous, comme les graines puisent dans la terre. Nous sommes le terreau de nos textes. Et donc nos œuvres puisent dans ce que nous avons absorbé comme expérience, ce que nous avons aimé, ce que nous avons lu, ce qui nous a fait mal, ce que nous avons désiré. Et parfois, à notre insu, mes sources d'inspiration, je ne sais pas, c'est tout ça. Parfois, je suis étonnée à me relire, de me découvrir des choses que je ne savais pas de moi-même et que mes œuvres m'ont révélées. L'opportunité m'offerte par la rentrée littéraire du Mali, elle est grande. C'est celle de rencontrer seulement pour la 3e fois des écrivains d'Afrique en terre africaine. Souvent, lorsqu'on commence à être connu et que nos éditeurs travaillent bien à la promotion, nous allons dans des salons à Paris, à Genève, bon je n'y suis pas allée encore à Paris, mais à Francfort, à Londres, je ne sais pas, on est invité partout sauf chez nous. Et donc depuis un certain temps, avec l'essor des festivals du livre du continent, du Maroc, de la Guinée et maintenant du Mali, j'ai le plaisir d'amener mon nouveau livre Mano de l'autre bord à la rencontre des autres pays du Djoliba. La Guinée, justement, où le fleuve Niger prend sa source, le Mali, qui est à l'autre rive du Djoliba. Et donc pour moi, c'est une grande chance de pouvoir être une écrivaine africaine chez moi en Afrique, avec des écrivains africains, pas que, mais des écrivains africains du nord, du sud, du Sahara, et qu'on puisse parler et se rencontrer. J'ai rencontré des éditeurs ici qui n'avaient jamais su que j'existe et dont je n'avais peut-être pas su l'existence qu'ici. Donc c'est une opportunité réelle de se lire, de se voir, un espoir de se faire publier à prix abordable, mais avec la qualité sur le continent. Et c'est la joie aussi de sentir que nos pays
non pas tourner le dos à l'essentiel, parce qu'on se gargarise de la culture, l'importance de la culture, mais on ne fait pas grand-chose pour la culture. La culture ne vit pas de l'air du temps. Il faut de l'argent, il faut un vrai sponsoring, il faut de la présence. Quand Ibrahima Yahya et Hajar Bali et toute l'équipe de la rentrée littéraire du Mali, qui fait la fierté du Mali Boss, ils veulent que le gouvernement du Mali soit derrière, envoie des ressources et qu'il y ait une forte présence tout au long de l'événement. Donc moi j'étais contente de rencontrer des universitaires, des étudiants de l'université de l'école normale supérieure. J'ai rencontré des jeunes lycéens et puis j'ai rencontré un public plus mixte à la Pirogue. Je rencontre maintenant des journalistes et je suis contente parce que il faut que le livre voyage, mais il faut que le livre soit accueilli chez soi. On dit que nul n'est prophète chez soi, on ne cherche pas à être prophète, mais on cherche à rentrer à la maison.